Salut les filles, Salut, Salut Harold. vous allez bien? très bien et toi? Ouais. Ça va. Je suis très content de vous recevoir, Aude. On est souvent ensemble, donc je suis très content de t'avoir aussi, mais d'autant plus toi, Céline, aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast Pas de Chichi, qui est un podcast qui a pour but, dans un format relativement court, de donner un max de contenu, de valeur pour nos auditeurs, auditrices. Simplement, sur cette saison 2, on a vraiment mis le voyant et le focus sur tous les sujets liés autour du marketing et de la communication, puisque c'est le sujet de Com, le sujet d'Aude qui va se présenter juste après, et ton sujet aussi. Donc peut-être qu'avant de commencer et de parler de la thématique du jour, est-ce que ça vous va si on fait un petit tour de table? Aude, je te laisse prendre la mano. Alors, je m'appelle Aude, je suis directrice de l'agence Com et mon rôle c'est d'assurer le volet expertise de l'agence. Je suis en charge quand un client vient nous voir avec une problématique, de réfléchir au meilleur moyen de résoudre ce problème en réfléchissant aux leviers d'action, aux audiences, aux canaux de diffusion, voilà, tout un tas de choses. J'en mets. Merci Aude. Céline? Moi, c'est Céline et je suis la directrice de la communication chez Lucas depuis quelques mois, en fait, bien que je travaille chez Lucas depuis 6 ans. Ah oui, tu avais switché 6 ans et de... En fait, avant, j'avais une double casquette. J'avais aussi la partie content. Exact. Voilà. Et comme Lucas est en phase d'hypercroissance depuis quelques années maintenant, le poste devenait un peu trop compliqué à porter avec ces deux entités. Donc, on a décidé de scinder le pôle en deux. Et donc, je m'occupe aujourd'hui désormais que de la com et de la brand chez Lucas. Ok. Et mon rôle, c'est de m'assurer que toutes les actions soient cohérentes avec la stratégie de marque qu'on a posée, que toutes les actions de com puissent être en lien avec les objectifs business, soutenir la lead gen, etc. Ok. Et Lucas, juste pour celles et ceux qui ne connaissent pas forcément, tu peux la décrire en quelques mots. En quelques mots, Ouais. Lucas, c'est un acteur de la HR Tech en France. On édite des solutions de gestion qui vont permettre pour les collaborateurs de poser simplement un congé, de déclarer facilement une note de frais, de pouvoir avoir des entretiens managériaux lors des grands rendez-vous, soit annuels, trimestriels. Pour les managers, de pouvoir mieux piloter l'équipe. Et puis évidemment, pour tout le service RH et finance, d'avoir des processus de gestion très optimisés qui font gagner du temps et de l'argent à tout le monde. Trop cool, merci pour la présentation. Emma, je t'en prie. On peut attaquer directement le vif du sujet de la Allez. thématique. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est très intéressant, qui est de mettre en avant les sujets de brand, d'image de marque, puisque donc, comme tu l'as dit, et je crois que c'est une vraie stratégie chez Lucas, vous avez une stratégie de lead gen, donc vraiment de contenu d'acquisition pour aller Oui. chercher vraiment de la performance directement. Et tu t'es rendu compte qu'à partir d'un moment, tu as peut-être des paliers que tu atteins avec peut-être certaines formes de plafond et que le fait de travailler son image de marque et de sa notoriété au sens un peu large du terme, c'est le nouveau moyen d'aller rechercher de la croissance. Ça va être ça un petit peu la thématique. Je la pose comme ça, après on va pouvoir prendre tous les points d'entrée qu'on souhaite pour pouvoir parler de cette thématique. Mais est-ce que c'est bien ça déjà, toi, un petit peu les sujets que tu as eu peut-être récemment chez Lucas, si on parle de cette situation? Complètement, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a décidé de scinder mon pôle en deux, parce que évidemment, à 80% de mon activité, il y a encore 6 mois, consistait à nourrir la machine à lead de l'acquisition en contenu. Et avec assez peu de temps finalement pour travailler la brand de manière suffisamment structurée pour qu'elle aussi puisse infuser et dans les contenus et dans les dispositifs qu'on mettait en place en termes de visibilité. Voilà, j'avais le temps de faire quelques salons dans l'année, mais rarement plus, quoi. Donc, à un moment, il faut accélérer effectivement sur le volet notoriété, visibilité et image. Ça veut quand même dire que le lead gen a super bien performé au vu de la croissance de Lucas. Ça participe à cette croissance. C'était quoi la stratégie? Sur quel canal vous étiez, juste pour qu'on comprenne un petit peu la big picture? Parce que vous, c'est du B2B, du coup, on est d'accord. Du coup, c'était quoi les leviers d'acquisition principaux? Alors, juste pour remonter un tout petit peu le fil du temps, parce que c'est important pour la compréhension de l'histoire globale, Lucas, ça a été créé en 2002. Donc, quand tu comptes, ça fait 22 ans qu'on existe. Ouais. Et comme beaucoup de boîtes tech, le simple fait de développer des outils, pour ceux qui le faisaient, était largement suffisant, parce qu'évidemment, persuadés que les outils étaient les meilleurs du marché, donc le bouche-oreille allait fonctionner. Et pendant, je crois, une grosse dizaine d'années, il n'y a eu aucun marketing. Okay. Juste quelques sales et des consultants qui déployaient. Et le marketing est arrivé chez Lucas qu'en 2015. Donc ça fait longtemps après le lancement de la boîte. Et quand tu veux à la fois rattraper le retard sur ton marché et en même temps être super performant, tu mets en place les fondamentaux. Le SEO à fond, le SIA, voilà, Google Ads à fond. Et puis la stratégie inbound marketing avec des bailleurs de journée hyper affûtés, des contenus dédiés sur toutes les phases et surtout en considération décision parce que Lucas, c'est un painkiller sur le marché. On n'a pas besoin de
faire prendre conscience aux gens qu'ils ont un problème avec la paperasse. Ouais, Je pense que tout le monde est d'accord. Voilà. Donc voilà, nous, le funnel, il est assez court finalement, mais on est sur des contenus qui vont être très engageants dès le début et ça a performé parce que je crois que, si je ne dis pas de bêtises, en termes de croissance liée à l'inbound, on était sur 40% de croissance de leads générés via l'inbound par an. Donc c'était déjà énorme, sauf qu'effectivement, au bout d'un moment, tu atteins ces fameux plafonds de verre. Tu ne vas pas aller surinvestir en ads parce que tu es déjà sur toutes les requêtes. Si, tu peux le faire, mais en allant sur de la longue traîne, sur des mots, des expressions qui sont donc plus généralistes aussi, et donc moins ciblées, et donc moins performantes. Voilà, donc quand tu arrives un peu à ce moment charnière-là, tu te dis, OK, qu'est-ce que j'ai sous la main maintenant pour transformer l'essai, pour aller un peu plus loin, pour me rendre pas que visible, mais connu, reconnu surtout. Ouais. C'est là où le gap se fait avec la brand, c'est que tu es plus simplement visible, c'est que tu es reconnu et évidemment aimé, préféré. Je trouve que c'est toute la différence se fait là, quoi. C'est quand tu as un contenu qui est très lié à l'acquisition, à la performance, c'est un contenu, c'est pour ce contenu que je viens de voir. À l'inverse de se faire reconnaître et d'être connu du grand public, c'est juste tu as installé une image de marque qui fait que tu deviens un peu top of mind dans la tête de tes prospects et qui fait qu'au moment où tu as besoin des sujets liés à la RH, et comme tu l'as dit, c'est un painkiller, donc en vrai c'est rapide. Rapidement, je pense que tes clients se disent ok, c'est le moment de passer à l'achat, au moins tu as en tête Lucas et pas un autre concurrent potentiel. Donc ça c'est ce qu'on fait aussi, et le travail, je pense que tu ne peux que confirmer, Aude. Je confirme. De travailler, mais comment est-ce qu'on travaille correctement aussi les deux? Parce qu'en fait, il y a une vision, je trouve, en France vachement manichéenne des choses, de se dire c'est soit l'un soit l'autre. En fait, c'est travailler en collaboration les deux, et c'est l'un qui alimente l'autre. C'est même au-delà, parce que toi tu parles que des deux volets, mais en fait c'est vraiment c'est tout le funnel. Parce que là, on parlait du bas de funnel, du web de l'acquise, et tu vas réélargir ton bassin d'audience en repartant sur de la noto en haut de funnel. En fait, même si tu es connu, il y a aussi le faire aimer, donc ta partie considération qui compte. Donc en fait, quand tu as atteint ton max en termes d'acquise, parce que forcément à un moment on a atteint aussi un plafond de verre comme tu l'évoquais, c'est d'aller pas seulement aller faire connaître, c'est faire connaître, faire aimer. Tu es vraiment sur les deux volets. Et c'est là que ton contenu à travailler doit et refléter ton image, et parler à tout le monde. C'est là que ça devient plus intéressant aussi en termes de com. Et ça a été quoi, du coup, là, tes challenges pour justement commencer à travailler cette image de marque un peu au sens plus large, du coup? Alors, pour le coup, la chance que j'ai eue, et c'est une carte qu'a joué Lucas très très tôt, c'est la puissance de l'identité graphique qu'il y a chez Lucas, qui était déjà installée depuis le début. Quand tous les grands acteurs du secteur s'étaient positionnés sur le traditionnel bleu, évocateur de la technologie, nous, on est parti sur le orange. Voilà. Sur toutes les gammes de produits, ça allait. Alors, on avait un peu de bleu, mais on avait aussi le violet, le vert. Voilà. Donc, c'était déjà un terme de vraiment image au sens très esthétique du terme. C'était déjà quelque chose de très reconnaissable. Ensuite, très vite, on a commencé quand même à se faire connaître en allant sur des salons ou quelques événements importants. Et l'autre force de Lucas, c'était toujours se dire, OK, on va quelque part, mais on n'y va pas comme les autres. Et d'où la fameuse histoire maintenant qui devient un peu vieille, il faudrait qu'on la change celle-là d'ailleurs, mais, c'est quoi mais qui a marqué tout le monde et qui vit encore aujourd'hui, c'est l'histoire de la machine à glace, qui a été proposée par notre actuel DG produit, et qui a été vraiment l'élément autour duquel presque tout s'est construit, la strate de com sur nos événements. C'est-à-dire qu'on allait dans les rayons, dans les allées des salons, avec des plateaux et des pots de glace. Sur lesquels qu'on avait brandé Lucas. Et en fait, c'était le moyen qu'on avait trouvé pour attirer les gens. Ils venaient nous voir. C'est un icebreaker du coup. Clairement, le icebreaker. D'ailleurs, on a écrit maintenant briser la glace en la mangeant. Et du coup, on se servait de ce premier point de contact qui est déjà hyper chaleureux, hyper convivial. On vient rien te vendre. Et au bout d'un moment, la personne se dit mais vous êtes qui, vous? Vous êtes Lucas, vous faites quoi? Et bam, le poisson est ferré, comme on dit dans le milieu. Donc tous ces éléments-là, en fait, étaient déjà en place. Donc moi, je suis arrivée à un moment où, et d'ailleurs, quand je suis arrivée en 2006, j'étais recrutée en tant que chargée de com. Mais comme l'histoire l'a raconté, j'ai assez peu fait de com au début, et je me suis très très vite concentrée sur le contenu pour nourrir l'inbound marketing. Et quand post-Covid à peu près, ça coïncide à peu près avec cette période-là, on a découvert
enfin tout le monde, je pense, a découvert que les RH avaient été vraiment sursollicités pendant cette période. Et surtout, on a découvert qu'ils étaient sous-équipés, mais à un point inimaginable. Incapables d'envoyer une feuille de paye, parce que le service, il n'y avait plus personne au bureau. Et ça nous a ouvert un peu les vannes de la notoriété, parce que les gens se sont mis à requêter outils SaaS RH. Et comme on était bien positionné avec les fondamentaux marketing, on est ressorti assez facilement. Maintenant, là où il faut faire la différence, comme tu disais, Aude, c'est comment tu te fais préférer à nos concurrents. Et c'est là que j'entre en scène sur la partie très orientée wording, dans la tonalité de la marque. C'est ce qui va être l'un de nos principaux différenciants par rapport aux autres produits qui sont, comme le nom l'indique, très B2B, donc c'est sérieux. Et ben, nous, on a décidé de prendre le parti décalé pour s'adresser à nos personas et à nos users, même jusqu'aux end-users en réalité. Ok, parce que ta stratégie, elle est à la fois sur tes clients qui est le B2B, mais c'est aussi du B2B2C que tu dois forcément penser, qui est l'utilisateur un peu final. Et c'est là qu'on a commencé à réfléchir à un peu comme a fait Swile, qui était très, très inspirant d'ailleurs. Ouais. C'était effectivement malin d'attaquer aussi par la cible collaborateur. Ouais, et en fait, tu te crées le meilleur réseau commercial en soi. Ton utilisateur final, c'est celui qui va potentiellement remonter aux bonnes personnes au sein de leur entreprise, le fait que c'est plutôt avec Lucas que tu as envie de partir. Et tu vois, tu parles de Swile qu'on a reçu aussi le VP ici. Chez Com, quand on parle de Ticket Resto, on parle de Swile parce que Swile a très bien fait son taf et que sans même moi avoir à choisir Swile ou pas, d'ailleurs c'est encore un sujet chez Com, un gros sujet, les équipes remontent Swile. Donc cette stratégie se tient à fond et c'est un truc dans l'écosystème B2B, et ça me parle puisque je trouve qu'avec Com, c'est un peu la même approche qu'on a, le décalé d'aller chercher les utilisateurs finaux. Je trouve que c'est le meilleur moyen de pouvoir se différencier et de créer ton image de marque un peu à part entière, quoi. Qui change de ce qui se fait dans ton écosystème. Ouais, mais malheureusement, tu composes aussi avec un budget d'entreprise B2B. Ouais. Et tu n'es pas sur les mêmes montants, donc il faut faire des choix. Et je trouve que c'est le plus dur, je pense, dans cette stratégie B2C2B, c'est faire les bons choix de canaux pour tes campagnes. Et vous, c'était quoi juste peut-être pour rebondir juste sur les canaux, c'est quoi les canaux C'est lié comme question. Ok, les canaux, parce que donc, du coup, on a vraiment le focus d'être audience-centric, on parle de l'audience et en fonction de ça, on se dit quels sont les réseaux sur lesquels il faut aller. C'est évident, mais ça ne l'est pas pour tous. Vous, ça a été quoi? C'est quoi le canal d'acquisition principal? Digital. Digital à fond, ouais. À fond. Et là, avec la campagne de marque qui vient de se terminer, on a testé l'affichage. Okay. Le parti pris créatif qu'on a pris pour cette année se prêtait particulièrement bien à l'affichage. Et on a eu énormément d'engagement autour de la créa, avec des gens qui prenaient en photo les affiches. Alors évidemment, on a eu notre lot de haters, évidemment, mais on a aussi eu, et je crois que vous devez connaître Joe Lapompe. Oui. Dans le milieu. Tu n'as pas envie d'être cité par Joe Lapompe, pour le coup. Ouais. Mais quand il écrit sur LinkedIn que c'est l'une des meilleures campagnes de la rentrée, ce qu'il a vu dans le métro... ça fait... Voilà. C'est cool. Okay. C'est cool. Trop stylé. Ouais. Ok, et tu voulais rebondir, toi, Aude, sur les... Ouais, sur la partie contenu pur, parce que du coup, c'est vrai qu'on parle de contenu d'acquisition, et alors tu as beaucoup parlé, quand tu as dû passer le gap noto-image, et remonter en haut de funnel, au mid-funnel. Tu as beaucoup parlé aussi de tonalité graphique ou rédactionnelle. Du coup, est-ce que tu peux aller un peu plus dans le détail de ce que tu faisais comme type de contenu sur de l'acquisition et ce que tu allais chercher comme type de contenu? Tu l'as un petit peu évoqué déjà, mais sur une phase plus noto-image, comment tu as travaillé les deux, en fait, pour que ça reste cohérent et en même temps que tu continues de performer? Alors, aussi bizarre que ça puisse paraître, on se permet assez rarement de jouer la carte du décalé dans le wording quand il s'agit de contenu téléchargeable. On peut jouer sur le trait d'esprit, la phrase bien tournée. Par exemple, juste pour vous donner un exemple, parce qu'on en fait pas mal avec nos ateliers Tone of Voice, parce que l'important aussi, c'est que ça circule en interne, parce que autant tu peux exploiter à fond la tonalité d'une marque dans tes campagnes, mais il faut que derrière, ça suive aussi, y compris jusqu'à l'email de relance du commercial. Ça marche pas. Il faut que tout soit cohérent. Donc, on est en train de faire des ateliers, mais pour répondre à ta question, on va toujours essayer de trouver le sens de la formule qui fait mouche. Et si je te dis, par exemple, Lucas, c'est un SIRH qui permet d'optimiser le temps et faire gagner de l'argent versus réduire les tâches qui coûtent pour développer celles qui comptent,
Voilà, ça, on va le retrouver dans un deck commercial, on va le retrouver dans les contenus qu'on pousse en téléchargement et on va aussi le retrouver sur les campagnes de pub, qu'elles soient produits, marques ou promotionnelles sur les réseaux sociaux. Et en termes d'identité graphique, on s'assure que, évidemment, tout soit hyper cohérent. Et comment tu fais quand tu es dans une entreprise dans laquelle la culture de la performance, c'est un peu ce sur quoi tu as construit la communication au démarrage, et quand tu dois expliquer et faire comprendre qu'en fait tu dois aller chercher autre chose, ce qui est un petit peu moins en plus en termes de KPI, ton ROI il est un peu moins palpable et tangible en soi, c'est moins que des contenus et des campagnes à performance. Comment tu as fait pour éduquer les décideurs ou les gens en interne pour comprendre, alors pas ce changement de position, parce qu'encore une fois c'est l'un qui va avec l'autre, mais ce nouveau moyen d'aller chercher et faire du business? Dans la configuration Lucas, les dirigeants ont vu le plafond de verre. Ouais, donc, ils étaient déjà prédisposés à tester autre chose, pas quoi que ça coûte. Tu vois, ils n'étaient pas non plus en mode open bar. Ouais. Mais on a eu un peu quand même, c'est vrai, carte blanche et confiance pour y aller. Donc, on a eu une approche très financière basée sur taille du bassin d'audience divisé par le nombre de leads que tu veux à l'entrée de ton funnel. Et puis, ça a permis de mettre un budget sur la partie awareness de la marque. Et après, avec ce budget-là, j'ai dû ventiler selon les différents canaux. Donc, la première année, donc c'est l'année dernière, en réalité, notre vraie première campagne de marque. On a testé, on a fait de la TV programmatique segmentée et du digital. Okay. Et on n'avait pas fait du tout d'affichage. Okay. On s'est servi de cet enseignement-là. On a fait 2 vagues qui nous a permis de regarder un peu les différents KPI de performance, sachant que l'année dernière, on s'était donné pour objectif uniquement de l'impression et du reach. Ok. C'était ça C'était ça. Ok. La bonne surprise, c'est qu'on a eu du trafic entrant sur le site. Tu sais, avec les outils type Realytics, on a pu voir qu'à chaque fois qu'on était diffusé à certaines heures, etc. Et là, cette année, on a incorporé la dimension affichage. Là, plus pour l'image que pour la performance. Parce que même en affichage, tu ne peux pas héroïser de l'affichage. Enfin, je veux dire, tu vas te baser sur ce que te donne le réseau métro, mais c'est basé sur le nombre de voyageurs qui passent sur le quai. Donc, si tu passes ta vie sur la ligne 8, tu comptes 10 fois en impression. Donc, ça n'a pas de sens, c'est plutôt en termes d'image et de résonance que ça donne à la marque. Mais c'est quand tu es une start-up et que tu dois choisir ton canal privilégié pour tester et mettre les briques petit à petit, c'est direct le digital. Enfin, c'est à partir de là que tu testes tes enseignements. Est-ce que la créa plaît? Est-ce qu'il y a une fatigue de la créa? Au bout de combien de temps la mémorisation se fait? Quelle est l'audience la plus captive selon le format fixe, le format animé, le temps aussi du format animé? Et tout ça, après, tu peux t'en servir pour passer au cap au-dessus si tu as les moyens d'aller en région, faire de l'affichage en région, faire de la radio. Enfin, tu vois, après, tu peux... je crois qu'on a lancé aussi cette année les sponsoring de podcasts. Ok. Voilà. Et là, c'est vraiment un test. Donc, qui est très en vogue en ce moment. J'ai vu. D'ailleurs, le podcast Patchichi sponsorisé par le cas. J'ai une question parce que pour le coup, je me demande comment ça se passe en interne. Moi, je suis du côté agence. Ouais. Je me demande comment ça se passe chez le client. Pour le coup, quand c'est une toute première fois et que vous avez toujours fait de l'acquise et que vous devez passer sur des enjeux de noto, comment vous allez fixer les objectifs chiffrés, enfin quanti, parce que je me doute bien que vous dites que vous allez élargir le bassin d'audience. Quand votre agence média va vous dire vous pouvez à peu près toucher tant de personnes. Est-ce que vous vous basez seulement sur ce KPI-là en disant « Ok, c'est ça qu'on veut du coup parce que c'est ça qu'on peut atteindre » Ou est-ce que vous discutez en interne d'aller chercher plus? Enfin, comment ça s'est choisi pour mesurer la qualité de votre campagne et à quel point elle a performé? Alors, on a fait le choix de faire confiance à l'agence. D'accord. Parce que l'agence, tu l'as choisie sur ses références clients, tu la challenges sur les résultats de campagne d'acteurs du même secteur que toi, soit dans la tech, soit dans le B2B, peu importe. Chez l'annonceur, tu vois, moi j'ai 20 ans d'expérience pro dans la com, mais je suis clairement issue du sérail et relations publiques. Donc j'ai pas la base de connaissances et la com c'est tellement large. Donc à un moment, si je peux pas me reposer et avoir la relation de confiance avec l'agence, de toute façon, j'ai pas le niveau d'expertise qui me permet d'aller faire les optiques qu'il faut. Tu vois, donc
On s'est mis d'accord, on s'est dit, est-ce que ça nous semble cohérent d'aller toucher 15 millions de personnes en se disant, voilà, on part là-dessus et on voit ce que ça donne. Et on voit sur une deuxième vague ce qu'on peut optimiser ou pas. La bonne surprise, c'est qu'on a fait plus que les 15 en première vague et on est monté jusqu'à quasiment 30 sur la deuxième vague grâce aux optimisations. Donc, et on ne s'était pas fixé pour la deuxième vague de faire un x2, tu vois, c'était vraiment la bonne surprise. Maintenant, ça sert d'étalon aussi pour les coups d'après et les agences d'après. Voilà, en disant, on a déjà fait, voilà ce qu'on a été capable d'obtenir. Qu'est-ce que vous pouvez nous proposer pour obtenir à minima autant, mais en allant sur un KPI d'engagement, par exemple, plus fort, ou pas du tout prendre en compte l'engagement, mais élargir encore un peu plus le bassin d'audience. Et puis, de toute façon, en B2B, tu es assez vite contraint par le volume d'entreprise que tu cibles. Enfin, toi, Lucas, on est sur le mid-market. Je ne sais pas combien exactement d'entreprises il y a dotées d'un DRH qui a les moyens de s'équiper en France, mais c'est ça ma limite de marcher sur la France. Je ne vais pas pouvoir... Ça ne sert à rien de... C'est le plafond de verre. C'est un nouveau plafond de verre, voilà. Encore à les dépasser. Après, le funnel, il ne s'arrête pas à la conversion et au client. Après, tu as un autre gros funnel qui s'ouvre, celui de la fidélisation. Et en fait, la com et la marque, elles doivent aussi traverser ce deuxième entonnoir. Totalement. Et ça qui dépend pas que de l'image de marque, mais forcément de la manière dont tu t'exécutes ton produit, ton service. Exactement. Et c'est aussi et surtout tout le reste qui arrive après. Mais effectivement, c'est vrai que tu as dit deux choses qui sont évidentes, mais ultra importantes. C'est déjà bien comprendre pourquoi est-ce qu'on fait des campagnes, pourquoi est-ce qu'on fait du contenu. Parce que souvent, on dit je veux être visible ou autre, mais pourquoi est-ce que c'est de la notoriété, de l'image de marque, de la performance que tu cherches ou non. Et aussi, plusieurs fois, on nous avait dit voilà, comment est-ce qu'on arrive à travailler notre taux de rétention auprès de nos clients. Et ça, on leur explique que c'est un rebond de communication, mais c'est aussi et surtout à eux ensuite, aux clients, de travailler ça et de faire vivre l'expérience aussi après des coups de com un peu plus faits sur les réseaux, tu vois. Ouais, donc bon. Et la newsletter, on en avait beaucoup parlé. Est-ce que c'est un sujet chez vous ou pas? Parce qu'on en entend beaucoup parler. On voit que ça a vraiment de l'impact pour pas mal de boîtes en B2B. Est-ce que vous, c'est un... Alors, on a lancé, il y avait déjà une newsletter existante, mais qui ne s'adressait qu'à notre parc client. Et comme toutes les newsletters un peu classiques, c'était les nouveautés, voilà, les événements auxquels on participait, auxquels on les invitait. Et là, on a testé un nouveau format de newsletter qui est assez inspiré. Je peux faire un peu de pub oui, bien sûr, oui. Alors, la toute première, c'était TTSO. Qui est maintenant bien connu sur la place. Et la deuxième, sur la tonalité, enfin le niveau d'acidité qu'on s'est permis dans le ton. Parce que tout à l'heure, tu parlais de tonalité. Ouais. Il y a la tonalité, tu peux pousser le curseur plus ou moins loin en fonction de ton objectif et l'audience que tu adresses. Et il y a une newsletter en particulier qui s'appelle Cordialement, CDLT, qui est un peu au vitriol, voilà, qui aligne bien les pratiques managériales prônées sur les réseaux par les grands gourous du management. Et elle va assez loin dans la provoque et la remise en question. Et donc on s'est dit, tiens, c'est pas mal, hein, nous aussi, parce que finalement le RH, qui est quand même notre cible de bailleur, hein, il a quand même vachement besoin de se détendre et de se marrer. Et il est un peu en PLS, en fait, cette fonction. Il y a de moins en moins de gens qui ont envie de faire ce métier. Et ceux qui résistent, eh ben, ils ont aussi droit à leur dose de détente. Et donc, on a pris ce parti pris d'avoir une newsletter qui finalement est un média en lui-même et qu'on teste. Et puis, on a quand même des bons taux, du bon 60% d'ouverture sur la newsletter. C'est très cool. Et là, on l'a fait un peu en mode off et bouche à oreille pendant quasiment un an pour tester l'écriture, pour rectifier éventuellement cette histoire de tonalité, etc. Et là, on a lancé une campagne de com dessus et je crois qu'on a obtenu 500 abonnés sur le mois de septembre. Donc, c'est assez cool, hein, ça circule bien. Et, ça me parle beaucoup parce que chez Com, on est beaucoup à suggérer à nos clients de faire les choses sérieusement, mais sans se prendre au sérieux. Oui. Dans la tonalité, dans l'approche édito, même dans la créa. Ça n'empêche pas de garder un propos de fond qui est hyper sérieux et solide avec une vraie expertise. Mais en fait, et surtout dans le B2B, pour le coup, je trouve que c'est pas encore assez dépoussiéré. Pas que dans les RH, mais dans plein de domaines, dans plein de types d'industries, on se retrouve souvent avec des personnes qui veulent rester dans une case par peur d'essayer quelque chose d'un peu nouveau, alors qu'au final, il y a toujours, alors c'est toujours un peu un risque à prendre, mais un risque très modéré finalement, puisque là, tu le vois, être souligné par un Joe Lapompe sur une campagne RH, qui lui cru, on n'est pas sur
quelque chose de très sexy comme ça de prime abord, et pourtant, vous réussissez à être notable. Je trouve qu'il n'y a pas assez de prise de risque peut-être encore dans le B2B, là où dans le B2C, avec la food, la mode, ça allait vraiment un cran plus loin dans l'humour, dans la tonalité. Beaucoup moins le cas, beaucoup moins présent, c'est clair. Après, c'est que ça a été aussi un bon choix d'agence et je trouve que c'est intéressant, et on ne parle pas de ça par rapport à Com, mais comment est-ce que dans cette campagne, tu as identifié et choisi ton agence? Parce que c'est vrai que tu as beaucoup de personnes qui souhaitent choisir des agences et qui ne savent pas par où commencer et comment trouver une agence qui va correspondre vraiment à ses besoins et ses attentes. C'était quoi, toi, un peu tes critères et la manière dont tu as sélectionné l'agence en question? Alors, l'année dernière, j'étais dans un Slack qui s'appelait Brand. Et j'ai tout bêtement posté un message « Salut, je bosse chez Lucas, Dircom, j'ai besoin de lancer ma première campagne, qui vous me recommandez ?» Et hop, les noms sont tombés, je suis allée voir les sites, le book, et c'est ça qui m'a permis de choisir la première agence. Et la deuxième, entre-temps, on a un CMO qui est arrivé chez Lucas et qui m'a plutôt conseillé de passer par une agence intermédiaire. Donc là, on est passé par VTScan, qui nous a déjà fait un pré-tri sur... c'est une agence qui aide les annonceurs à trouver ce qu'on appelle un marieur. Et sur la liste de critères qu'on avait fournis, nous a sélectionné des agences. Puis après, c'était un appel d'offres assez classique. C'est pas courant pour une marque. Souvent, c'est un gros travail qu'une marque se dise « Ok, je vais aller faire de la sponsor de podcast ou de contenu même sur YouTube. On voit plein de chaînes, des influenceurs qui ont monté leur chaîne et qui sont soutenus ou Twitch, de plus en plus aussi. Je trouve ça toujours un peu audacieux de la part des annonceurs parce qu'ils savent qu'ils vont toucher une audience, mais il n'y a rien de très concret ou palpable, juste c'est telle marque qui soutient mon programme, qui soutient mon contenu. Ok, ça s'arrête là. En tant que marque, alors que pourtant je sais à quel point ça peut porter une image, ça peut porter un propos, toucher une audience. Je ne sais pas si j'étais du côté annonceur, j'aurais eu l'audace d'investir sur ce type de format-là, parce que c'est tellement peu héroïste pour le coup, il y a tellement peu de quantifiables, je trouve ça très abstrait. Et du coup, je trouve ça très audacieux que vous l'ayez fait vous, sur du podcast, sur du docu ou autre. C'est un vrai parti pris. Alors après, ça reste toujours dans notre secteur, évidemment. Mais ce qui va marcher, en fait, c'est la répétition. Et tu vois, tu citais, il y a un podcast qui s'appelle Le Café du Market, qui est sponsorisé par Plaisy. Et ça fait, je ne sais pas s'il est toujours en sponsoring avec lui, mais quand tu accroches au podcast que tu vas écouter et qu'à chaque début d'épisode, on te cite la marque et on t'en donne de la valeur ajoutée, ça imprime au bout d'un moment. Et le podcast, il n'adresse que des marketeurs et que des marketeurs qui savent ni comment s'outiller, ni comment recruter. Donc c'est ça on est sur de la réclame, mais au lieu d'être dans le mass média, on est vraiment sur de l'audience niche, quoi. Et on est sur de la mémorisation surtout. Et tu vois, si on tire le fil de la campagne brand qu'on a lancée cette année, c'est pas juste un push en septembre-octobre et puis un autre début d'année prochaine. C'est du run au milieu. Ça veut dire que tous les assets, tous les contenus de marque qu'on va faire, va y avoir un esprit rétro-futuriste, que ça passe par le robot, par le wording. Quand on fait nos événements clients, donc cette phase de fidélisation, on avait brandé ça à la nouvelle campagne. On est sur HR Tech fin janvier avec un stand de 40 mètres carrés et on a des robots grandeur nature et on va faire de l'affichage drive to stand avec du déstructuré, on va bouffer toute la DOH jusqu'au... Mais voilà, l'idée, c'est d'offrir une deuxième vie en fait à un concept créatif que tu exploites, pas simplement en digital ou en affichage dans le métro, mais en événementiel propriétaire. Faut à fond, c'est ça le... Enfin, pour moi, c'est ça qui crée la cohérence du dispositif. Et c'est qu'au bout d'un moment, les chiffres, tu ne les vois pas tout de suite. Parce qu'évidemment, en com, tu travailles avec 18 à 2 ans d'avance, en fait. Les impacts se verront dans plus longtemps que ça. Néanmoins, il y a quand même des effets de levier sur la lead gen qui sont assez immédiats. Et l'année dernière, on avait, parce qu'il y a beaucoup de HR Tech aussi, un truc qu'on n'a pas dit, mais sur le marché de la HR Tech, il y a énormément d'acteurs qui ont levé des fonds post-Covid et qui en sont arrivés avec des centaines de millions à cracher en marque et en marketing à fond. Et nous, on n'avait pas ces moyens-là parce qu'on était bootstrappés. Et on a fait une levée de fonds, mais qui nous permettait juste de mettre plus d'argent dans le marketing, mais qui était surtout dédié à faire du développement produit. Mais on ne parle pas de centaines de millions d'euros de toute façon. Et il faut trouver un moyen de se différencier pour se faire aimer.
Et c'est là qu'on a vu la différence, parce que maintenant que les VC ont un tout petit peu refermé le porte-monnaie, Je me rends compte que là, eux, ils sont en déclin. Et eux, voilà, ils arrêtent les investissements. Et puis, nous, c'est le boulevard, quoi, pour le coup. Et post-campagne l'année dernière, grosse performance de ce qu'on appelle la QLV chez Lucas. Donc, c'est la Qualified Lead Value, le potentiel de valeur de chaque lead, qui a continué de performer alors que le reste du marché commençait à s'essouffler. Donc, là, il y a forcément un lien de causalité entre la phase d'awareness, notoriété et derrière, ah oui, j'ai vu votre campagne. On a même, je crois, un gars qui a postulé, un dev, qui a dit, il nous a envoyé, c'est le recruteur qui est chez Lucas, qui nous a envoyé le petit screenshot qui nous a bien fait plaisir du dev, qui dit, c'est parce que j'ai vu votre campagne aussi que j'ai eu envie de postuler. Ça a toujours un impact marque employeur aussi. Tu vois, c'est ça, c'est le truc hyper plaisant quand tu es à la brand, c'est que de voir que ton action, elle infuse dans des services dont tu ne soupçonnais pas que quelqu'un... Qui ne sont pas destinés initialement dans ton scope, non, clairement. Ce qui vous a permis de dégager ce plafond de verre que vous aviez atteint, c'est vraiment d'être créatif et sur la forme. Donc quand je dis la forme, ça va être la tonalité, l'image que vous avez renvoyée, mais aussi sur la manière de distribuer le contenu. Ou même si ce n'est pas de la distribution d'acquisition, on est vraiment sur de la distribution hyper tactique, donc tu l'évoques dans les salons, de faire la différence avec une manière de délivrer où on va garder cette cohérence graphique, tout cet univers-là, on va le transporter. Pareil, je trouve ça c'est hyper flatteur du coup quand ta campagne elle allait toucher, surtout sur de la campagne promotionnelle, parce que c'est rare quand même. En général, quand on veut travailler de la marque employeur, on le travaille plutôt avec des contenus bien plus poussés sur nous, en tout cas, on le fait beaucoup avec de l'edutainment, éduquer sur qui on est, comment on est, pourquoi on fait ça, de quelle manière. Je trouve que sur de la campagne promotionnelle, ça veut dire que vous avez vraiment une identité et une créativité hyper forte et hyper poussée pour que ça aille jusqu'à attirer sur la marque employeur. Donc créatif et sur la distribution et sur la manière d'être en soi, sur l'ADN. Clairement. Et dernière petite question, c'est quoi un peu les prochains et futurs enjeux là, de Brain pour Lucas ? Quand on a préparé, juste avant qu'on attaque le podcast, tu parlais de meilleur taux et de sa problématique de différentes marques. Et chez Lucas, on a un peu la même, figure-toi, parce qu'on a des gammes de produits qui ont aussi leur propre nom, leur propre univers, leur propre couleur. Et je pense que le prochain défi, là, ça va être un peu de streamliner tout ça. Pas les faire disparaître, mais que la cohabitation marque Lucas, donc... en tant que plateforme globale et aussi marque d'entreprise, et les différentes gammes de produits qui y sont rattachées puissent cohabiter de manière cohérente. Les noms de ces entités ont à chaque fois Lucas, le nom Lucas est dans ces... Non, justement, tu as décidé trop facile. Parce qu'il y a des stratégies, il y a vraiment deux stratégies, c'est soit de conserver le même nom mais avec un nom qui permet de les différencier, et ou de changer totalement de nom. Toi, vous avec Lucas, vous avez préféré avoir un nom qui est propre. C'est empirique, historique, cette histoire, et même pendant longtemps, les gens ne savaient pas ce qu'était Lucas, alors que quand tu te connectes à la plateforme, dans l'URL de connexion, tu as le nom Lucas qui apparaît, mais les gens allaient... Alors anciennement, notre produit pour gérer les congés s'appelait Figo. Donc tout le monde connaissait Figo, tout le monde voulait Figo, mais personne connaissait Lucas, et personne ne voulait Lucas. Donc il a fallu un moment rééquilibrer les rapports de force, en fait. Parce que commercialement, le logo Lucas, les gens ne faisaient pas le lien avec le nom du produit, qui était beaucoup trop fort. Donc il a fallu ramener plus d'équilibre là-dedans. Et puis en plus, comme le catalogue fonctionnel ne cesse de s'élargir, aujourd'hui on a 4 gammes, et en tout on a 12 ou 13 produits. Donc tu vois, si chacun porte une identité bien propre, un univers hyper marqué, moi avec Lucas, j'ai aucune chance de rivaliser. Non, mais tu vois, tu peux avoir un lien graphique. Pour le coup, c'est toujours une solution. Je pense à Amazon, qui est un très bon exemple. Amazon, tu as la flèche sous Amazon, mais sur Prime, qui est encore Amazon, tu as juste la flèche sous Prime, tu as un lien commun à tous ces univers-là. Et pourtant, c'est des choses très distinctives, très différentes. Donc, c'est pas cannibalisé, c'est complémentaire. Et tu reconnais c'est ça qu'il faut qu'on arrive à faire. C'est les enjeux, tes prochains enjeux. Quoi. Exactement. Okay. J'étais ravie de vous recevoir et de te recevoir, vraiment. Surtout que tu vas refiler à Nantes, là. Oui. Ok, écoute, on était content de te recevoir dans les studios de Paris. Ils sont magnifiques. C'est vrai, trop cool. Un peu le bordel, on ne voit pas derrière, mais on va bien garder la caméra sur ses côtés. Mais en tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Où est-ce qu'on peut te retrouver s'il y a des personnes qui souhaitent te poser d'autres questions ou s'ils veulent approfondir un peu sur différents sujets, et où souscrire à Lucas, par exemple? Sur le site, c'est encore plus simple pour souscrire. Vous pourrez expérimenter
tout le nurturing qui va bien avec. Meilleur. Et puis pour parler avec moi, c'est avec grand plaisir. Le plus facile, c'est encore LinkedIn. Ça roule. Merci à toutes les deux, merci à toi. Et puis écoute, on se retrouve bientôt pour un prochain épisode. Ciao tout le monde.